Depuis un peu moins de 3 ans, j'ai commencé la lecture, malgré avoir été un petit peu dégoûté par l'école, je sais pas pourquoi, j'y suis revenu et aujourd'hui, je ne m'arrête plus. Souvent sur les réseaux, on aime bien me poser la question « Ouais Dali, tu recommandes quoi comme livre et tout ?» Et c'est pas évident d'y répondre, c'est pourquoi je me suis dit que faire une vidéo, ça sera peut-être un petit peu plus pertinent. Et puis surtout, ça me donne l'occasion de développer davantage parce que c'est sympa de recommander un livre, mais en général, c'est comme quand tes parents te donnent un conseil, ça a très peu d'impact. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'en présenter 8 et il y aura un petit peu de tout. Il faut savoir qu'il y a des livres, on va dire, qui sont très accessibles et que peut-être tu as déjà lu, mais pour autant, j'estime que c'est important de les partager parce que la pertinence d'un livre dépend du stade où, en fait, tu en es dans ta vie. Pour prendre mon exemple, je sais qu'un des premiers bouquins que j'ai lu, c'était Le pouvoir des habitudes et ce livre a complètement retourné mon cerveau. Vraiment, c'est un des livres qui a eu le plus d'impact sur moi, mais pour autant, je sais que si je le relis aujourd'hui, eh bien ça n'aurait absolument pas le même effet et je le passerai hyper rapidement parce que j'ai compris aujourd'hui la plupart des notions évoquées. Dernière petite précision qui a son importance, c'est que c'est très bien de réussir à lire un livre, mais c'est encore mieux de pouvoir l'assimiler. Aujourd'hui, j'ai un système de prise de notes qui est assez simple, qui consiste tout simplement à lire un livre et prendre des notes avec un crayon où voilà, je surligne les trucs que j'estime importants, les trucs sur lesquels j'ai envie de revenir, et ensuite, une fois que je l'ai terminé, j'y repasse rapidement de A à Z pour prendre ce que j'ai surligné et le mettre dans ce que j'appelle mon second cerveau sur Obsidian. Tu n'es pas obligé d'utiliser cette application parce qu'elle est un petit peu dure à prendre en main, mais tu peux à la place, par exemple, le faire sur un système de prise de notes classique comme Notes de Apple ou Notion, ou encore sur du papier, c'est ce que je faisais un moment avec ce que j'appelais des webbings. Ceci étant dit, on est parti. Si j'ai décidé de mettre ce livre en premier, c'est parce que ce matin, je me suis levé à 5h30 du mat, et je dis pas ça pour faire le mec, mais je dis ça surtout parce que je me suis rendu compte à quel point ça faisait longtemps que j'avais pas une nuit complète, et à quel point ça avait un impact sur moi impressionnant. Le livre de Matthew Walker, qui est un neuroscientifique, professeur à Berkeley, il fait à peu près 400 pages, et je dois dire que il m'a complètement bouleversé. D'ailleurs, je l'ai écrit sur mon résumé de livre, je recommande à tout le monde de lire au moins une fois ce livre dans sa vie, c'est important. Tellement important que parmi les 3 piliers de la santé que sont le sommeil, l'alimentation et l'exercice physique, eh bien le sommeil reste à la base vraiment de la pyramide et s'il n'est pas là, tout s'écroule. Un des concepts vraiment très intéressants de ce livre, même si, attention, il y en a bien d'autres, mais je vais pas tout te donner parce qu'il faut quand même que tu aies envie de le lire, c'est le processus de l'adénosine et de la caféine. En fait, quand tu viens de te réveiller, tes niveaux d'adénosine, ils sont vraiment très très bas et plus tu restes longtemps éveillé, plus elle va avoir tendance à monter. En général, au bout de 12-15 heures d'éveil, elle atteint un niveau assez élevé qui fait que normalement, tu as envie de dormir. Malheureusement, ou heureusement dans certains cas, on va pas se mytho, quand tu absorbes de la caféine, eh bien, il vient se bloquer sur les récepteurs à l'adénosine. Autrement dit, ton cerveau ne reçoit pas le message que, eh bien, les niveaux sont élevés et donc que tu es fatigué. En soi, ça c'est pas mal et pour la petite anecdote, il y a 3 semaines, je suis allé en boîte de nuit, sauf que pour moi, c'est vraiment un effort parce que de base, je me couche à 21h, 22h. Donc ce que je fais, c'est que avant de sortir, je bois pas forcément de l'alcool, non, je bois beaucoup de café et je peux vous dire que comme j'en bois jamais, l'effet est immédiat. Bon après, c'est un peu de la triche et c'est pas forcément bien parce que je suis pour autant tout aussi fatigué, mais bon, au moins je reçois pas le message et je passe ma soirée un peu plus tranquillement. Et d'ailleurs, en parlant de soirée, il y a un moment, l'auteur, il partage une étude sur le sommeil et surtout le manque de sommeil, et en fait, on se rend compte que ça a un impact assez impressionnant, même après 3 jours de récupération et de nuit complète. Autrement dit, et ça c'est un des trucs qui m'a le plus mindfuck, c'est que une fois qu'une nuit est perdue, eh bien malheureusement, elle est irrattrapable. En bref, tu l'auras compris, comme le sommeil, ce livre, c'est vraiment une base un petit peu des savoirs qu'on devrait avoir sur la santé. Là, vraiment, tu es servi, c'est une masterclass de l'auteur. Tu peux y aller les yeux fermés. McJay, c'est une prof à l'université de Californie, mais c'est aussi une psychologue qui est installée et qui a vu passer énormément de cas cliniques, notamment des adolescents, et c'est pour ça qu'elle a eu envie, en fait, d'écrire ce livre. En fait, je pense vraiment que tous les gens qui ont dans la vingtaine ont tout intérêt à lire ce livre parce que c'est important de comprendre que, eh bien, en fait, avoir cet âge-là implique des trucs auxquels tu n'as absolument jamais pensé et auxquels personne ne t'a préparé. Et au-delà de ça, elle partage pas mal d'échanges qu'elle a eu dans son cabinet et je
trouve que ça c'est vraiment bien parce que toi actuellement peut-être tu as dans cet âge-là et tu te rends compte que eh bien tu n'es pas seul à avoir ce genre de problème, tu n'es pas seul à avoir ce genre de questions et franchement ça fait du bien. Ce magnifique livre écrit par James Clear, je l'ai en physique comme tu peux le voir. D'ailleurs c'est un pote qui me l'a prêté et je lui ai jamais rendu. Je suis désolé mec. Bon, ce qui est cool avec ce livre, c'est qu'il est extrêmement facile à lire. Je crois pas qu'il ait été traduit, ou peut-être que si, dites-le en commentaire si vous avez le titre. Mais franchement, il est hyper simple, c'est un anglais vraiment très facile. Et si tu as l'impression de comprendre vite fait l'anglais, que ce soit avec des séries ou des podcasts, alors tu seras capable de lire celui-ci en anglais. Perso, j'ai lu 3 livres, il me semble, sur les habitudes et c'est de loin le meilleur. Aujourd'hui, peut-être que si je le lisais de nouveau, il y aurait certainement quelques points de dissonance puisque voilà, j'ai évolué dans ma manière de penser, dans ma manière de réfléchir, mais pour autant, c'est pas forcément un problème, puisqu'il faut pas oublier que quand tu lis un livre, tu n'as absolument pas besoin d'être 100% en accord avec l'auteur. En fait, selon moi, c'est une des principales qualités à conserver quand on est en train de lire un livre, c'est d'avoir un esprit critique, c'est d'être capable de dire que là, ok, je suis d'accord, je trouve ça intéressant, et là, je le suis pas forcément, et c'est pas grave. En fait, aujourd'hui, je vais même un petit peu plus loin, même si pas trop encore sur les livres, mais sur les podcast, je commence à le faire pas mal, c'est que ça m'arrive d'écouter des gens avec lesquels je suis totalement en désaccord. Mais c'est pas grave parce que c'est ça qui me permet en fait d'évoluer et malgré ce désaccord, peut-être qu'il y a 10% d'informations que je vais trouver intéressantes et je n'ai aucun scrupule à prendre ces 10% et à me dire que, eh bien, je prends juste ça et l'autre 90%, je le laisse de côté. Je pense que pour la majorité des livres de développement personnel, c'est ce qu'il faudrait faire à mon avis. Surtout que la plupart du temps, c'est un peu trop rigide, un peu trop dogmatique. Parler rapidement de Atomic Habit, vraiment le truc et la notion clé, c'est le processus qui découle en fait d'une habitude et des actions qu'on effectue quotidiennement sans forcément s'en rendre compte. C'est de une, le signal, ensuite une envie, une réponse et une récompense. Exemple assez facile, je vois un petit pot de Nutella qui me procure l'envie d'en manger, ce qui fait que ma réponse va tout simplement être de commencer à beurrer mes tartines et de le manger avec le Nutella, parce que ouais, quand j'étais jeune, je faisais beurre Nutella. Et pour finir, te voilà donc récompensé, notamment par ton cerveau qui t'envoie des grosses décharges de dopamine. Maintenant, il semblerait que le meilleur moyen de modifier une habitude, surtout si elle est mauvaise, entre guillemets, eh bien c'est d'agir sur le signal pour éviter que ça t'en procure l'envie. Pour revenir sur le cas du Nutella, s'il n'est pas dans ton champ de vision, s'il n'est pas dans ta cuisine, eh bien t'auras beaucoup moins de chances d'en avoir envie, même si aujourd'hui, malheureusement, tu peux le commander sur internet. Quel dommage. Comme j'aime souvent le dire, retirer la tentation est beaucoup plus simple que d'y résister. Pour moi, ce bouquin, c'est la référence en termes de séduction. Je le trouve excellent, surtout que Mark Manson, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement. Et je dois dire que quand t'as autour de 18-20 ans, eh bien, en apprendre davantage sur la séduction, c'est vraiment pas mal, surtout quand tu te rends compte que la plupart des gens autour de toi n'ont absolument aucune connaissance dans ce domaine, alors que c'est pourtant au cœur de leur vie. Si par exemple, tu te demandes comment savoir si une personne est attirée par moi, est-ce qu'elle est intéressée, qu'est-ce que je dois faire pendant le premier date, qu'est-ce que je dois pas faire, est-ce que c'est moi qui dois payer l'addition ou pas, tout ce genre de questions auxquelles on n'ose pas trop poser à nos parents parce que c'est un peu ringard, et à nos potes aussi, parce que vite fait, là, voilà, tu peux le lire en cachette, en plus Models, on comprend pas trop avec le titre, donc ça passe. En plus de ça, je trouve que c'est relativement bien écrit, vraiment, Mark Manson, il a une touche humoristique et en même temps, un côté un petit peu je m'en foutiste que franchement j'aime beaucoup. En plus c'est pas un sujet forcément facile à traiter et qui peut vite devenir un peu trop sérieux quand tu vois des gars par exemple sur YouTube comme Alexis Chen, et bien là voilà, c'est un petit peu plus chill et je trouve qu'on est dans une vision plutôt réaliste de la séduction et pas idéaliste. Mark Manson, il a écrit un autre livre assez intéressant qui est L'art subtil de s'en foutre, où il vient prendre un petit peu à contre-courant ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le développement personnel, même si ça reste du développement personnel, et je dois dire que c'est plutôt agréable, mais pour autant je ne vous recommande pas ce livre parce que sinon ça va faire plus de 8 et ça va pas le faire, notamment puisque le 5e livre est... Ça, c'est le genre de bouquin dont j'ai entendu parler pas mal de fois, mais pour autant, j'ai mis pas mal de temps à commencer sa lecture parce que dans ma tête, je pensais que, eh bien, étant donné que j'ai compris ce que c'était le paradoxe du soi, j'avais pas besoin de le lire. Bon, eh bien, on s'en doute.
Grosse erreur. C'est d'ailleurs ce qui distingue pour moi un livre moyen contrairement à un bon livre, c'est qu'un livre moyen a une idée centrale et a tendance à tisser tout autour, alors qu'un bon livre, eh bien il y a l'idée centrale, mais en fait il y a plein d'idées à côté. Si jamais, il a aussi fait un TEDx vachement intéressant, mais je cite, et j'ai écrit ça, je sais pas il y a combien de temps, mais il y a au moins un an, j'avais déjà vu son TEDx sur le sujet, mais le livre est juste 100 fois plus intéressant. Ce livre, il est vachement d'actualité parce que aujourd'hui, dans notre société moderne, occidentale, capitaliste, tout ce que vous voulez, eh bien, nous sommes confrontés au quotidien à énormément de choix. Et ça, eh bien, ça a tendance à poser problème parce que, comme le dit le paradoxe du choix, plus on a de choix qui s'offrent à nous, plus on a de chances d'être insatisfait. Il y a notamment une distinction que j'ai trouvée vraiment intéressante entre maximiseur et satisfier. Un maximiseur, c'est un gars qui rentre dans un magasin, voit un pull sympa et se dit que il est cool, mais je vais quand même aller voir dans les autres rayons et dans les autres magasins pour voir s'il n'y en a pas un autre mieux. Alors qu'un satisfier, lui, il rentre dans un magasin, il voit un pull, il est cool, il est dans son budget, eh bien, il l'achète directement. Et il n'a pas besoin d'aller voir quelles sont les autres options, puisque celle-ci lui convient. Perso, je sais que je suis un énorme maximiseur, j'ai un peu aussi ce côté perfectionniste, et donc, quand j'ai beaucoup de choix qui s'offrent à moi, même si j'y travaille au quotidien, je suis carrément perdu et j'ai peur de faire une erreur. En bref, c'est un très bon livre que j'ai d'ailleurs lu en anglais et il me semble que c'était un de mes premiers. J'ai mis un peu de temps à passer le pas parce que c'est vraiment pas évident au départ de lire un livre dans lequel tu comprends seulement 20 à 30%, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas grave, il faut l'accepter et plus tu vas lire en anglais, plus ça sera facile. Mais pour autant, il me semble qu'il a été traduit en français, je vous laisserai faire vos petites recherches. Parce que plus tu dédies de temps à quelque chose, plus tu vas avoir tendance à le valoriser. C'est un petit peu ce que met en lumière ce qu'on appelle l'effet Ikea. Et je trouve qu'avec les livres, c'est un petit peu la même chose. Il y a cette tendance actuellement de lire vite, de lire des résumés. Mais il ne faut surtout pas oublier que l'impact n'est absolument pas le même. Déjà parce que tu rentres beaucoup moins en profondeur dans les idées. Et au-delà de ça, c'est que la période où tu lis le livre, en général, est une période où dans ton quotidien, tu vois en fait les trucs sur lesquels tu es en train de lire. Je sais que par exemple, si demain je commence à lire Atomic Habits, eh bien dans la semaine qui va suivre, je vais faire attention à mes habitudes, je vais faire attention au comportement que j'ai en automatique. Et bien là, avec le paradoxe du choix, c'est la même chose. Les 2-3 semaines, voire un mois qui ont suivi, j'étais attentif à ma manière de faire des choix et c'est d'ailleurs pour ça que c'est important aussi de faire des résumés parce que, eh bien de temps en temps, petite piqûre de rappel, un petit peu comme la mémorisation active où au lieu d'avoir une courbe de l'oubli qui est vraiment décroissante, de temps en temps, tu la relances. Seth Godin, c'est un entrepreneur américain qui est aussi conférencier et comme on s'en doute écrivain qui est spécialiste dans le marketing. Il a écrit pas mal de bouquins, il me semble que j'en ai lu 4 de lui, mais vraiment celui-ci c'est le meilleur selon moi. En fait, ça apporte vraiment des bases solides dans le marketing qui quand même nous entoure, même si c'est pas forcément une thématique que j'affectionne particulièrement, dans le sens où j'ai pas forcément approfondi mes recherches sur le sujet, mais celui-ci étant donné qu'il a une approche assez globale, qu'il est très bien écrit, puisque Seth Godin vraiment est un très bon écrivain, eh bien je ne peux que le recommander. En fait pour moi, avoir des connaissances en marketing c'est vraiment important parce que d'une part, c'est un petit peu comme la négociation, l'influence, la manipulation et tout, ça permet de s'en protéger et potentiellement de l'utiliser à bon escient parce que je sais que dans l'inconscient collectif de certaines personnes, le marketing est vu comme quelque chose de dangereux, de nocif parce qu'on vend des choses à des gens qui n'en ont pas besoin, etc. Et d'ailleurs Seth Godin en parle, où cette différence entre besoin et envie, et qu'en fait la plupart des gens n'ont pas besoin d'un produit, personne n'a besoin d'un téléphone, personne n'a besoin d'un vélo, mais en général ça découle plutôt d'une envie, et donc il faut savoir jouer sur ça, en effet. Et puis au bout d'un moment, je pense que c'est quand même important de s'adapter à la société dans laquelle on évolue. Par exemple, si je prends mon cas des vidéos, eh bien je pourrais facilement dire que personne s'intéresse à du contenu éducatif, c'est dommage, personne regarde mes vidéos, ou tout simplement me remettre en question et me dire ok, comment est-ce que je peux rendre ça un petit peu plus attractif, un petit peu plus intéressant. Il y a beaucoup de notions aussi de storytelling que vraiment j'ai trouvé passionnantes, surtout en tant que créateur de contenu, mais vraiment je crois, et pour avoir discuté avec pas mal de gens qui s'intéressent beaucoup au marketing, c'est le livre de référence.
Comme tu le vois, c'est un sacré pavé et c'est pas forcément pour tout le monde puisqu'il y a quand même un niveau de complexité que je qualifierais d'intermédiaire. Je l'ai lu 2 fois pour vous dire parce que une lecture à mon avis ne suffit pas. Il en faut au moins 3-4 pour avoir compris à peu près tout. Pour autant, c'est vraiment l'œuvre d'une vie et il y a tellement de concepts intéressants, tellement de partage d'expériences et tout. Enfin vraiment, ce livre m'a complètement bouleversé. Je crois que si je devais garder un seul livre, ça serait peut-être celui-ci parce que au-delà de tous les concepts de psychologie, de marketing, de business, de tout ce que vous voulez, eh bien c'est surtout une manière de penser, une philosophie de vie qui est transmise derrière que je trouve juste exceptionnelle. En fait, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que la volatilité, c'est-à-dire les fluctuations, eh bien sont normales et c'est la norme. Pour moi, ces propos sont extrêmement pertinents puisque quand on va dans la nature, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a autour de nous, eh bien, j'ai l'impression que c'est ces principes qui régissent l'être humain, qui régissent la nature, et donc forcément, je trouve que c'est pertinent. Si on prend l'exemple de l'alimentation, eh bien, les animaux qui sont autour de nous, c'est assez simple, la manière dont ils fonctionnent, soit ils mangent parce que, eh bien, ils ont réussi à trouver à manger, parce que dans l'environnement, eh bien, les réserves de nourriture sont volatiles. Pour un lion, il n'y a pas tous les jours à sa disposition des antilopes et de la viande bien fraîche. La nature l'a décidé ainsi et donc peut-être que nous, on peut également s'en inspirer et des fois, eh bien, ne pas manger, se priver de nourriture volontairement parce que c'est tellement pléthorique dans notre quotidien que on est obligé de le faire volontairement, eh bien ça peut peut-être être une bonne idée. Pareil, un animal quand il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête tout simplement de manger. Ou inversement, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il mange. Enfin bref, c'est tout ce genre de principes que je trouve vraiment très intéressant et sur lesquels je trouve que c'est difficile d'être en désaccord puisque bah, c'est comme ça que ça fonctionne a priori dans la nature. Dernier livre que j'ai aussi en physique, écrit par Michel Desmurger, qui est un docteur en neurosciences. Pour le coup, ce livre, j'ai dû m'y prendre à 2 reprises pour réussir à le terminer. Je me souviens que je l'avais commencé en Kindle et je m'étais arrêté à 30-40%, un truc comme ça. Et je l'ai vu une fois à la librairie et je me suis dit, vas-y, c'était intéressant quand même, il faut que j'y retourne, il faut que je m'accroche. Et au final, j'ai réussi à le terminer. La première fois, j'avais échoué parce que je trouvais le discours vraiment très pessimiste et presque un petit peu trop scientifique dans le sens où il y a des études vraiment dans tous les sens. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis dans mon résumé, un pessimiste omniprésent de la part de l'auteur, mais j'ai quand même rajouté extrêmement riche et intéressant. J'ai beaucoup aimé cette lecture. En fait, je crois que j'ai pas réussi à le finir sur Kindle parce que si Michel, il m'avait vu avec son livre sur un écran, il m'aurait détruit. Étant donné que les écrans restent assez récents à l'échelle de l'humanité, on se rend pas forcément compte des dégâts que ça peut amener, mais on commence déjà petit à petit à voir à quel point ça peut être nocif et ce bouquin permet vraiment d'en prendre conscience. Il y a une sorte de citation dans le livre que j'ai bien aimé et qui fait le parallèle avec ce que je disais précédemment, c'est que quand on n'a pas de preuve que c'est bon et qu'il y a quelques raisons de croire que c'est mauvais, eh bien, pourquoi le faire? Voilà donc les 8 livres que j'avais à cœur de te recommander. Ça fait 1h10 que je suis en train de parler devant cette caméra. Je sais pas du tout combien de temps fera la vidéo, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup pour votre soutien sur la dernière vidéo. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et n'hésitez pas à partager vous aussi vos recommandations de livres, mais doucement parce que sinon on va avoir trop de choix et tu connais la chanson. Tu peux t'abonner si le cœur t'en dit. C'était Dali. Ciao!